bonsoir, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. C'est l'édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Une édition que nous ouvrons par ce fait de société à Bamenda, dans le chef de la région du nord-ouest du Cameroun, un établissement secondaire privé laïque, PSS Mancon pour le nommer, a vu plusieurs de ses bâtiments partir en fumée dans la nuit de vendredi à samedi. Que s'est-il réellement passé? Précisons tout de même que les éléments du Corps national des sapeurs-pompiers informés sont immédiatement descendus sur le terrain pour stopper net la progression de flammes. Retour sur cet incendie dans ce reportage. Le complexe scolaire Presbyterian Secondary School, encore appelé PCC Mancon, à Bamenda, chef-lieu de la région nord-ouest du Cameroun, en flammes. L'incendie, dont l'origine reste encore inconnue, s'est déclenché dans la nuit du vendredi 22 janvier 2021 dernier. Alerté de l'incident, l'unité du Corps national des sapeurs-pompiers de Bamenda s'est immédiatement rendue sur le terrain. Le feu était vraiment violent, le feu était fort et intense, et la première chose à faire en pareille circonstance est de stopper sa propagation vers les autres dortoirs de l'internat, malgré la confusion et la panique qui avait cours en ce moment-là. Le bilan provisoire fait état de plusieurs bâtiments incendiés, mais également des effets appartenant aux élèves partis en fumée. Beaucoup de dégâts ont été enregistrés juste après les dortoirs. Un autre bureau à côté a également complètement brûlé. Le chef de l'unité du Corps national des sapeurs-pompiers de Bamenda, fort de cet incendie, invite les populations à plus de collaboration pour toute intervention utile. En situation d'incendie ou de toute autre forme de feu, nous exhortons les populations de Bamenda, dans le nord du Cameroun, à nous informer et immédiatement, nous allons nous mobiliser, comme c'est le cas avec cet incendie. Vous nous appelez à temps, nous arrivons dans les délais raisonnables et considérables. Précisons que cet incendie, qui suscite moult interrogations, laisse à la belle étoile les élèves de cet établissement privé laïque secondaire avec internat à la belle étoile, quelques semaines seulement après le retour à l'école pour le compte du second trimestre de l'année scolaire 2020-2021. Et puis amélioration de la mobilité urbaine dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain débloque 295 millions de francs CFA pour ainsi permettre à la communauté urbaine de Yaoundé en 2021 d'être proactive. Ceci entre dans la continuité de la fluidité ou du programme de fluidité et de la mobilité dans la ville aux 7 collines. La rencontre était déjà présidée par Célestine Ketcha-Koutes, le patron de ce département ministériel. Reportage. Comment faire pour améliorer la mobilité dans la ville de Yaoundé? La question était au centre de la réunion présidée à cet effet par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Koutes. Autour d'elle, le comité relatif à la mise sur pied d'un programme pour pallier à ce problème. La task force qui se voit associée à cette réflexion, les 7 maires de la commune d'arrondissement de Yaoundé qui apprécient l'initiative. Il va falloir que nous passions à la vitesse supérieure, qui est celle effective du recasement d'un certain nombre d'acteurs qui créent le désordre urbain, comme les sauveteurs de l'avenue Kennedy, tous les transporteurs ambulants qui occupent les chaussées de la ville de Yaoundé premier. Je pense que nous allons passer de la sensibilisation à la répression, ayant déjà offert à l'ensemble de ces acteurs des espaces dédiés pour mener à bien leurs activités. Il est anormal que les citoyens fassent 2 heures sur place dans notre ville, dans nos communes. Et donc la réunion d'aujourd'hui visait à y envisager des solutions durables, surtout que nous habitons à ce moment le Chan et très bientôt la Cannes. Il faut dire que la dégradation des conditions de circulation est majoritairement due au stationnement en assis de longue durée, parfois
sur la chaussée et sur les trottoirs. L'encombrement des trottoirs par les commerçants. Ajouté à cette liste, les embarquements anarchiques à bord des taxis et mototaxis dans les carrefours. Et tout cela a pour conséquence le blocage de la mobilité sur les voies ainsi réduites. Ceci crée dans la ville capitale une ambiance qui n'est pas bien ni pour l'économie de notre pays, ni pour le climat, l'environnement, parce que plus il y a des embouteillages, plus les voitures polluent et plus notre santé également est mise. Le ministre de l'Habitat en a saisi l'occasion pour demander à cette commission, la Task Force, de pallier au plus urgent pour que la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun organise en 2022 ne connaisse pas de perturbations sur le plan de sa mobilité. La création des parkings, la délocalisation de certains marchés, de certaines gares routières et permettre à la ville de Yaoundé de se préparer pour la CAN qui va recevoir 8 délégations. Il faudrait que la mobilité dans la cité capitale et même dans la cité capitale économique, que cette mobilité soit rendue possible. Donc, nous nous satisfaisons de ce que tous les maires sont engagés à jouer leur partition. Il faut dire que les solutions qui ont été proposées seront maniées avec tact, le bâton et la carotte. Inacceptable que d'un point à l'autre, que l'on mette 2 heures de temps. Nous restons avec le ministre de l'Habitat et de développement urbain, Slessine Ketcha-Koutes, qui a présidé par ailleurs en vidéoconférence et présentielle la rencontre annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés de son département ministériel sur la thématique contribution du secteur ou du sous-secteur urbain à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement Horizon 2020-2030. Une fois de plus, Jean-Oscar Libok, Mohamed et Sombade. Aussi bien dans le suivi des projets. C'est par vidéoconférence que la rencontre annuelle des responsables des services centraux déconcentrés du ministère de l'Habitat et de développement qu'a présidé Slessine Ketcha-Koutes depuis la ville de Bafoussam. Le ministre, dans son propos liminaire de lancement des travaux, a fait des prévisions sur cette année qui commence, sur les atteintes, et avant cela, Slessine Ketcha-Koutes est revenu en rétrospective sur les réalisations de son département ministériel en 2020. Il ne cesse de faire l'objet d'améliorations dans les quartiers et les centres-villes, mais aussi au niveau des espaces verts, à travers le transfert progressif des ressources et communes d'arrondissement de Yaoundé pour des projets de connectivité et d'éclairage public, mais également pour une trentaine de communes reparties dans les 10 régions. Le contexte étant largement imbibé des infrastructures liées au champ qui se déroulent au pays, mais davantage à la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun organisera en 2022. 2020, une année volontaire pour l'accélération des travaux liés à la préparation du championnat d'Afrique des Nations et de la Coupe des Nations de football à travers l'aménagement des parkings et l'aménagement du voie d'accès aux infrastructures sportives, hôtelières et hospitalières. Le thème de cette rencontre annuelle, contribution du sous-secteur urbain à l'atteinte des objectifs de stratégie nationale du développement Horizon 2020-2030. Car transférer ne veut pas dire abandonner. Mettons le cap à Bafoussam, chef de la région de l'Ouest du Cameroun. Il a été question de l'installation du bureau exécutif du Conseil régional de l'Ouest nouvellement élu. Et précisément le 22 décembre 2020 dernier, à l'issue de la session de plein droit qui a eu cours sur l'ensemble du pays, le président et les membres de ce bureau exécutif du Conseil régional de l'Ouest du Cameroun ont été officiellement installés dans leurs charges respectives par le numéro 1 de la région de l'Ouest du Cameroun, Awa Fonka Augustine, qui leur a demandé de promouvoir le développement socio-économique de la région du soleil couchant, mais aussi d'améliorer le cadre et les conditions de vie des populations dont ils ont désormais la charge. Reportage. La remise solennelle par le gouverneur de la région de l'Ouest à la place des fêtes de Bafoussam des attributs, à savoir l'écharpe tricolore au président du conseil régional, Jules Hilaire Foka et les macarons au dit président et à 6 autres membres du bureau exécutif du premier conseil régional de la région de l'Ouest, le tout devant des témoins constitués des membres du gouvernement, du représentant du président du Sénat, des autorités administratives, judiciaires,
traditionnels, des responsables des forces de maintien de l'ordre et un parterre d'invités et des populations ont marqué l'entrée officielle en fonction du tout premier bureau exécutif du Conseil régional de l'Ouest, institution qui vient parachever le processus de décentralisation dans notre pays. C'est une nouvelle structure qu'on vient de mettre en place qui concrétise les aspirations des populations et la volonté du chef de l'État pour atteindre des objectifs. Pour que ça fonctionne bien, ça nécessite la collaboration de tous. Et de son côté, ça demande au président du conseil régional ainsi que les membres de son bureau l'ingéniosité, l'innovation, les bonnes idées pour la mise en place de ces structures. Les populations comptent sur lui et son bureau ainsi que tout le conseil régional. Et nous avons l'espoir qu'il va atteindre les objectifs de cette structure. Pour le tout premier président du Conseil régional de l'Ouest, l'action première est de réunir son bureau afin d'arrêter les premiers chantiers du Conseil régional. Et demander à la population de l'Ouest d'en face bloc autour de la structure qui vient d'être mise sur pied pour réfléchir sur le développement de l'Ouest. On va d'abord mettre sur pied un document de stratégie de développement de la recherche de l'Ouest. Il n'y a pas un projet là. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut qu'on se regarde et qu'on se dise la vérité. La première des choses, c'est qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse ensemble. Personne n'a la solution miracle. C'est une nouvelle structure qui va prendre son envol et a besoin de tout le monde. Au cours de cette cérémonie, le numéro 1 de la région a remis les macarons aux 80 autres conseillers régionaux. Reste, comme le dit l'adage, à juger les maçons au pied du mur. Même son de cloche dans la région de l'extrême nord du Cameroun où le bureau du tout premier conseil régional a officiellement pris fonction. C'est à la place des fêtes et la dite cérémonie était présidée par Mehdi Awa Bakari, le gouverneur de la région de l'extrême nord. Il leur a prescrit de s'investir pour le bonheur et le bien-être des populations. Ils sont officiellement en fonction en leur qualité de membres du bureau du tout premier conseil régional de l'extrême nord du Cameroun. L'équipe conduite par Daniel Kalbassou, président du conseil régional de Sian, a été installée à sa charge par Mehdi Awa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord, qui a recommandé à ses hommes et femmes 7 au total de s'investir quotidiennement pour le bien-être de leur population. Les cadres sont nombreux, je pense que c'est pour cela que le chef d'État a une idée de créer cette institution. Vous savez, le président du conseil s'occupe du développement socio-culturel, économique et sportif. C'est tout un programme. Nous attendons de lui tout simplement qu'il se mette résolument au travail. Nous avons vu son CV, nous avons vu ses états de service. Nous voyons tout simplement cet homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous demandons à la population et à ses collaborateurs tout simplement de l'accompagner. De notre côté, nous lui avons dit toute notre disponibilité à travailler la main dans la main pour le bien-être de la population. Des recommandations prises à bras le corps par le président régional, nouvellement porté aux commandes de cette collectivité territoriale décentralisée, et des hommes et femmes qui l'accompagnent, qui s'engagent solennellement conformément au cahier des charges qui leur est confié et qui tient compte de la parfaite et bonne collaboration entre la région, l'autorité administrative et les autres collectivités territoriales décentralisées. Responsabilité sur le développement économique, social et culturel de la région. C'est une tâche immense. Il va falloir qu'on s'organise et qu'on ait de priorités. Nous avons besoin de la contribution de tout le monde. C'est un travail qui nécessite que le peuple, que la population s'engage. D'abord, il faut leur donner la confiance en eux-mêmes pour dire que nous pouvons relever les défis du développement.
ovationné et applaudi par les populations nombreuses venues vivre la matérialisation du processus de décentralisation. Ces hommes et femmes qui ont par ailleurs reçu leurs différents attributs sont d'ores et déjà attendus sur le terrain de l'action. Nous restons dans cette partie septentrionale du Cameroun pour aller voir les difficultés d'une administration pas comme les autres. Cette administration douanière, elle est en charge à la fois de la sécurisation des espaces frontaliers, mais aussi de la collecte des recettes. Les acteurs de cette administration ont véritablement du mal à pouvoir s'exercer. Jean-Jamais Yedna s'y est consacré. Voici son reportage. Bien que faisant face aux difficultés liées à la fermeture des frontières pour cause de la pandémie à coronavirus et l'insécurité galopante qui sévit dans la région de l'extrême nord ou sur les 7 départements que compte la région la plus septentrionale du Cameroun, 3 sont fortement paralysés par les djihadistes de la secte islamiste Boko Haram. Le Mayo Saba, le Mayo Tanaga et le Logon Nechari sont des zones extrêmement insécures, en proie au quotidien aux phénomènes d'enlèvement et des demandes de rançon et des attaques terroristes. De nombreux décès enregistrés, des dégâts énormes et le bétail emporté. Et malgré ces écueils, les éléments de la douane camerounaise ont fait preuve de bravoure et de tact, d'où les résultats satisfaisants et les encouragements de la haute hiérarchie. Pour globalement faire le bilan de l'année écoulée, nous disons très rapidement que l'année 2020 a été une très bonne année en termes de recettes pour la douane à l'extrême nord. D'autant plus que sur une prévision de plus de 4 milliards, nous avons pu collecter plus de 3 milliards et demi, ce qui correspond à un taux de réalisation de plus de 87%. Nous pouvons bien évidemment nous féliciter de cette performance. Et c'est le lieu pour moi d'encourager tous mes collaborateurs, parce que c'est eux les principaux artisans de cette embellie observée au niveau des recettes. Nous disons relativement ou comparativement à l'année 2019, à la même période, nous avons réalisé, c'est-à-dire le secteur a réalisé 53%. Donc vous observez une relative montée en puissance des mobilisations des recettes depuis que nous sommes aux commandes. Malgré les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, l'année dernière notamment, les mesures de fermeture de frontières pour cause de Covid-19, malgré l'insécurité également, nous avons pu réaliser ces chiffres grâce à l'accent que nous avons mis sur la lutte contre la contrebande et sur des stratégies de marketing opérationnel qui nous ont amenés à travailler en partenariat avec nos usagers dans le but de les encourager à prendre le chemin du bureau et non de la brousse. Et en ce début d'année, un accent particulier sera davantage mis sur les opérations de lutte contre les trafics illicites, notamment la contrebande et la contrefaçon, dans le cadre de la mission spéciale Alcomi, entendez, halte au commerce illicite. Déjà, notre leitmotiv ne change pas comme stratégie de mobilisation de recettes. C'est que les unités de surveillance en osmose avec la mission spéciale Alcomi, les unités vont continuer dans la mobilisation, dans la lutte contre les grands trafics et la conduite utile de marchandises en douane. Et dans le même temps, les unités en charge de collecte vont procéder bien évidemment à leur mission statutaire, à savoir liquider les droits et taxes. Nous voulons rappeler que les collaborateurs que vous voyez derrière nous sont conscients de leur mission. Ils savent précisément où travailler pour la mobilisation optimale des recettes. Donc nous ouvrons l'année avec une note d'espoir, étant entendu que, figurez-vous, un temps soit peu. Donc je fais bien confiance à mes collaborateurs
Je fais confiance à leur démarche managériale, à leur stratégie opérationnelle pour la mobilisation optimale des recettes. Et c'est à ce prix et aux grandes orientations que ces éléments de la douane, secteur de l'extrême nord Cameroun, pourront conduire à l'amélioration des performances et d'atteindre les résultats escomptés. Et puis nous parlons de la crise anglophone, notamment de la nouvelle administration américaine qui semble s'intéresser davantage à cette crise qui fait des morts, des déplacés, mais également cause d'énormes dégâts sur le terrain. C'est la révélation faite par le tout nouveau secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Le chef de la diplomatie américaine l'a relevé devant les sénateurs américains. Reportage. Devant les sénateurs pour la validation de sa nomination, le nouveau chef de la diplomatie américaine s'est voulu offensif sur certaines crises sociopolitiques qui intéressent la nouvelle administration américaine. Au premier plan, Anthony Blinken a d'ailleurs rassuré l'auditoire de l'intérêt et même de la préoccupation majeure des sénateurs américains au sujet de la gestion de la crise anglophone qui sévit au Cameroun depuis 2016. Je partage vos préoccupations sur le Cameroun, particulièrement en ce qui concerne la violence dirigée contre la population dite anglophone, comme la crise anglophone. La situation de l'élection présidentielle en Ouganda intéresse également l'administration du président Biden. Le secrétaire d'État américain, dont la nomination est en passe d'être confirmée par le Sénat, a de ce fait émis le vœu de voir les États-Unis d'Amérique s'impliquer davantage dans la résolution de la crise qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nommé par le 46e président du pays de l'oncle Sam, Joe Biden, Anthony Blinken pose ainsi une problématique qui préoccupe depuis 4 ans et qui ne va pas sans conséquence à la fois sur le plan politique, économique, social, culturel, même sportif dans le pays de Paul Biya. Des milliers de personnes se sont déplacées à l'intérieur du pays ou vers le Nigeria voisin. D'autres ont brutalement trouvé la mort. Des édifices publics ont été incendiés. L'école a pris un sérieux coup. Ce qui conforte que les populations vivent dans une peur et une angoisse perpétuelle dans ces deux zones en crise. Toutefois, il reste attendu la position officielle de l'administration Joe Biden après l'appel lancé par le président Paul Biya le 31 décembre 2020 dernier à l'endroit des pays frères, amis et partenaires dans le cadre de la coopération diplomatique de mettre à la disposition de la justice camerounaise les financiers de l'ombre de cette crise dite anglophone. Dans l'actualité internationale, le président américain Joe Biden va s'attaquer à la lutte contre la pauvreté dans un contexte marqué par la crise sanitaire Covid-19. S'attaquer à la pauvreté dont le virus a accéléré la progression, c'est la priorité du nouveau président américain. Joe Biden promet un plan de 1 900 milliards de dollars afin de créer 7,5 millions d'emplois cette année. 30 millions d'adultes et 12 millions d'enfants souffriraient de la faim. Nous avons les outils pour nous en sortir, a expliqué le président. Nous avons les outils pour maîtriser ce virus et remettre notre économie sur les rails. Nous avons les outils pour aider les gens. Alors utilisons les outils, tous les outils, utilisons-les maintenant. Et la crise ne fait que s'aggraver. Elle ne s'améliore pas, elle s'approfondit. Hier, nous avons appris que 900 000 Américains de plus ont déposé une demande d'emploi. 900 000. Ils ont rejoint des millions d'Américains qui, sans que ce soit leur faute, ont perdu la dignité et le respect qui vont de pair avec un emploi et un salaire. Cette responsabilité reviendra à Janet Yellen. La commission des finances du Sénat a approuvé la nomination par le président Biden de Mme Yellen au poste de secrétaire au Trésor. L'ancienne présidente de la Réserve fédérale des États-Unis sera la première femme à devenir ministre des Finances. On parle également de l'actualité en Russie où des manifestations anti-Vladimir Poutine ont été organisées à l'initiative
l'initiative de son principal opposant, notamment Alexei Navalny. Par ailleurs, les forces de police ont descendu pour réprimer ces manifestations. Plusieurs interpellations ont d'ailleurs été enregistrées. Poutine est un voleur, scandent des manifestants rassemblés à Vladivostok malgré l'interdiction. Rapidement, la police anti-émeute charge et les arrestations se multiplient. Même répression à Moscou, place Pouchkine, où se sont donné rendez-vous les soutiens de l'opposant Alexei Navalny. Le non-respect de la loi se passe sous mes yeux. Des bandits en uniforme protègent d'autres bandits qui sont au pouvoir. De l'extrême-orient russe à Saint-Pétersbourg en passant par la Sibérie, l'appel à manifester de l'ennemi numéro 1 du Kremlin a donc été entendu. Un appel lancé dès le lendemain de son arrestation dimanche à l'aéroport de Moscou, juste après que le tribunal a ordonné son placement en détention. Ne restez pas silencieux. Résistez, descendez dans la rue. Personne ne nous protégera sauf nous-mêmes. Mardi, une autre vidéo intitulée « Un palais pour Poutine » est diffusée sur les réseaux sociaux. Selon Alexei Navalny, cette gigantesque demeure appartient au président Poutine. Pas moins de 17 000 mètres carrés érigés sur un terrain de 7 000 hectares au bord de la mer Noire. Un luxueux complexe doté entre autres d'un casino et d'un théâtre qui aurait coûté plus d'1 milliard d'euros. C'est sans exagération l'installation la plus secrète et la plus gardée de Russie. Elle possède des clôtures imprenables, son propre port, ses propres gardes, une église, son propre point de contrôle, une zone d'interdiction de vol et même son propre poste frontière. C'est un État au sein de la Russie. Et dans cet État, il n'y a qu'un tsar inamovible, Poutine. L'enquête préparée avant le retour de l'opposant en Russie a été visionnée plus de 68 millions de fois. Des accusations de corruption immédiatement démenties par le Kremlin. Parmi les milliers d'arrestations à travers tout le pays, celle de l'épouse de Navalny et de Lyubov Sobol, une de ses proches et figure montante de l'opposition au président Poutine. Madame, c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de l'information du soir. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.